En 2022, Alex et Leila Hormozi prennent de force le trône sur YouTube. Du jour au lendemain, en 12 mois, ils gagnent leur premier million d'abonnés. Ils inondent la plateforme avec des milliers de contenus et ils devancent la concurrence. Depuis, personne n'arrive à les détrôner. Ils gagnent des centaines de milliers d'abonnés chaque mois et leurs workshops à 5 000 $ la place sont sold out. Tout le monde explique leur succès fulgurant par leurs gros moyens de production et leur stratégie de génie, moi le premier. Pourtant, quand on y réfléchit bien, ça tient pas vraiment la route. Leur stratégie de contenu, elle est disponible gratuitement sur Internet. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont des moyens de production similaires. Si c'était juste ça le secret, comment expliquer qu'ils restent numéro 1 aussi longtemps sans se faire doubler? Et si on était passé à côté de quelque chose? Pour le savoir, j'ai plongé dans leur passé, analysé vidéo après vidéo, post après post, puis j'ai fini par comprendre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 étages de la face immergée de l'iceberg, derrière la longévité des Hormozi sur YouTube. Why is it that some companies can charge 2 times, 5 times, or 10 times as much as their competition? Think about Fendi, think about Chanel, think about Apple. They can charge 2 to 5 to 10 times for the same product as their competitor. And why is it that those companies also can get their customers to buy anything they release immediately? Think about Kylie Jenner, think about Skims from Kim Kardashian. Why is it that people buy immediately every drop they have? That is branding. Quand on parle de grandes marques, de branding, on pense tout de suite au luxe, aux grandes affiches publicitaires, aux boutiques rocambolesques et à du physique. Mais créer une marque à notre ère, c'est maintenant accessible à tout le monde, grâce aux réseaux sociaux. Mais le truc, c'est qu'il suffit pas de faire des vues. You know, I think I've learned the difference between getting views and building a brand. And I think what I learned was that why am I making content, right? And it's not to get viral views. And I understand how to do that. And it's not a game I want to play. It's not important to me. And I don't care so much for those vanity metrics. It's really to have a large impact on less people. Le premier réflexe quand on crée sur YouTube, c'est de regarder son nombre de vues et d'essayer d'en avoir le plus possible. Mais c'est une erreur, parce que ça ne nous permet pas de mesurer l'intensité derrière chaque vue. Par exemple, une vue YouTube, ça a beaucoup plus de valeur qu'une vue TikTok parce que les gens ont choisi de cliquer sur la vidéo, c'est des vues, les gens vont passer beaucoup plus de temps dans la vidéo. Une vue dans la thématique, je sais pas, du jardinage ou du développement personnel, ça a beaucoup plus de valeur qu'une vue divertissement ou gaming ou humour. Parce qu'il y a il y a un marché qui est beaucoup plus important, beaucoup plus de choses à vendre. Dans ces thématiques-là, c'est beaucoup plus facile de vendre, c'est des gens qui ont des problèmes à résoudre, etc. Donc important d'abord se poser la question, c'est quoi mon modèle économique? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de vendre mon audience ou est-ce que j'ai envie de vendre des produits à mon audience? Et en fait, si tu choisis les produits, bonne nouvelle, ce sera probablement plus facile et plus accessible, t'as pas besoin de devenir une star. Et si tu choisis ça, ça va modifier aussi la thématique que tu fais, tu vois. En réalité, ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas d'avoir le plus d'abonnés, c'est d'avoir un message qui résonne dans le cœur des bonnes personnes. I mean, I have a friend and she has a certification that she charges $18,000 and her business does $50 million a year. It's just like life coaching. And people buy off of a webinar with no sales call. That's the power of brand, you know? Right. So if you can borrow somebody like that's brand, you know what I mean? Like, think about that. Mais alors, comment on peut mesurer la force d'une marque? C'est ce que j'ai demandé à Valran, cofondateur du groupe Le Crayon Média, qui accompagne chaque année des grandes boîtes françaises dans la création de leur image en ligne. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise elle a vraiment une marque selon toi, tu vois? Notre obsession, c'est que quelqu'un qui a envie de parler de toi, il puisse le faire très facilement. Et en fait, le bouche à oreille, le référol, en fonction du terme qu'on veut utiliser, c'est pour moi la définition d'une grande marque. And so you would say that all the unattributed leads that you're getting in a business probably are coming from your brand. And so if that increases, it probably means your brand's increasing. Et tout devient plus simple avec une grande marque. You don't need to build a personal brand to make a ton of money, to become a millionaire. But it will make a lot of things a lot easier in the long term if you do. For me, I think it comes down to personal preference, which is like, do you like being known, having people know who you are, having people know your business, and also, are you willing to be patient and understand that those things won't pay off for years? Alors bien sûr, c'est pas obligatoire d'investir dans son branding. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez récent pour les Hormozi. Pendant longtemps, ils ont monté tout leur business grâce à la publicité et à la prospection. Comme par exemple Gym Launch, qu'ils ont revendu 46 millions de dollars. Most of my wealth, until I was 29 years old, off of nobody knowing who I was. I think I had like 2,000 followers on Instagram. The thing is that for me, I realized I wanted to have an impact. The way I wanted to help people went beyond a transaction with a customer. Ensuite, il faut trouver son format, faire les contenus qui nous font vibrer. I've just realized that
any piece of content that I make that I'm not excited to talk about, if it's something that maybe other people think would be interesting, but I don't think is interesting, it just doesn't ever perform as well. Puis, on va donner tous nos secrets. Tout le monde paye sur Internet avec son attention. Alors le risque, c'est pas de trop donner, c'est justement de ne pas en donner assez. Même si on dévoile tout ce qu'on sait, 90% des gens auront encore besoin d'aide. Pourquoi? Parce que l'information est déjà disponible gratuitement partout. Donc, s'ils n'avaient pas besoin de nous, ils auraient déjà réglé leurs problèmes. On va pouvoir donner tous nos secrets, et puis on vendra l'implémentation. Depuis le début, on parle de contenu long. Mais passé un certain stade, les Hormozi ont capitalisé à fond sur les shorts en inondant la plateforme. Si vous voulez faire pareil, voilà les grands apprentissages qu'ils nous partagent sur le sujet. People who watch longs want more longs. People who want shorts watch more shorts. Vous pouvez voir votre audience short comme une audience à part de l'audience long. Et pour comprendre comment utiliser les shorts, il faut comprendre le fonctionnement du give to ask ratio. Si vous scrollez sur Instagram, vous avez en moyenne un contenu sponsorisé tous les 4 contenus. Si vous regardez la télé, vous avez en moyenne 15 minutes de publicité toutes les heures. Donc 3/4 du temps, on vous donne de la valeur gratuite, c'est le give, et 1/4 du temps, on vous demande votre attention, c'est le ask. Dans nos métiers, le give, c'est quand on donne de la valeur. Et le ask, c'est quand on fait un appel à l'action vers notre offre ou nos produits. Alors, on pourrait tenter d'ajouter toujours plus de ask pour gagner plus d'argent, pour faire plus de ventes, mais ça peut être très risqué. The key point I'm going to talk about today is mastering the give to ask ratio. How much to give versus how much to ask. Gary Vee popularized the whole concept jab, 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 right hook, which is the idea of giving, 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 and then asking. Alors voilà comment les Hormozi gèrent leur give to ask ratio pour ne pas brûler le lien sacré avec leur audience. As soon as you start running ads, in my opinion, everything becomes gives, and then the ads do all the asking for you. I think you can absolutely have CTAs and content that drive to stuff that's, as long as it's relevant and how you integrate it, I think it actually works fine. So like my #1 YouTube video across my whole channel has a 14-minute CTA at the end. So I basically, you chunk up a level and then you think about the give-ask ratio across everything people see. And so ads now take up a percentage of what people are gonna see in the marketplace. And so I have to compensate for that ask with give. Mais le problème avec les shorts, c'est que l'attention, elle est tellement faible que c'est contre-productif de prendre 3 à 4 secondes pour faire un appel à l'action. Like I might get 10 times the views by not having 3 or 4 more seconds where people want to dip. À quoi peuvent bien servir les shorts dans tout ça? So I see the purpose of organic as getting free facial recognition. At the coldest edges of this, it's how many people recognize my face. That in and of itself is going to create higher CTRs, higher conversion rates. Shorts absolutely have ROI, just way more with ads than they do with like trying to take a short and then like provide value and have CTA, really tough. Donc le seul intérêt des shorts, c'est de créer de la brand awareness, qui permettra d'augmenter les performances des publicités. Donc la stratégie short sur YouTube, elle fait sens pour les business avancés, qui ont des publicités qui tournent tous les mois et qui veulent ajouter une brique notoriété, mais ça peut être extrêmement contre-productif de vouloir la mettre en place trop tôt. Il vaut mieux commencer par construire une audience solide avec des contenus longs qui va avoir une traction organique avant d'ajouter ça. Surtout qu'on n'est pas là pour devenir influenceur, mais qu'on est plutôt là pour créer un canal de communication pour notre entreprise. Mais vous aurez beau faire tout ça, peut-être que ça ne suffira pas. Parce qu'en réalité, 80% de votre succès sur YouTube et les réseaux sociaux est prédestiné avant même que vous n'allumiez votre caméra. Pourquoi? Parce que le succès que vous aurez sur Internet dépend de vos accomplissements dans le monde réel. Quand on y réfléchit bien, tous les grands entrepreneurs qui marchent sur YouTube ont un point commun. You spend more time being great at what you do, you can spend less time trying to get noticed about how good you are at what you do. Ce n'est pas leur contenu qui a fait d'eux quelqu'un, ils étaient déjà quelqu'un avant de faire leur contenu. Et ils ont décidé de prendre la parole sur YouTube pour partager leur expérience. On est bien loin du créateur de contenu qui fait ses recherches avant de faire ses vidéos. Pour les entrepreneurs, 20% du travail, c'est la stratégie de contenu. 80% du travail, c'est devenir quelqu'un qui a du bon contenu à partager. There's an unspoken question in every person's mind that has to first be answered. Why should I listen to you? And I think it influences how people share, how people take your content, everything. It's the frame that the content is consumed in. You have to do things so that you have evidence that you can support why you are good. And so I think it's really speaking on your truths rather than claiming to know the truth. Hey, here's what I did versus here's what you should do. Feel the difference? Et pour se positionner en expert, on n'aura plus qu'à capitaliser sur nos preuves de légitimité. State the facts and tell the truth. Say what no one else can say, show what no one else can show. Because there's always things that you have unique to your brand that only you can show. A lot of people just don't
show it. When I started in the gym space, I was a very, very small fish, and there was like very established players who were all older than me. And so I just had to overcompensate by just being so much better than they were. This is a model that everyone's teaching. Here's my model. Mine makes more money. Quand on passe les contenus des Hormozi au peigne fin, on s'aperçoit que tous leurs contenus sont backés par des preuves qui peuvent prendre plusieurs formes. For context, within our portfolio, we do a total of 15,000 plus reach outs per day. As a fun proof point, Gym Launch has spoken to, not reached out to, spoken to 25,000 gym owners. Quand Hormozi met du contexte pour expliquer ses méthodes de prospection, ici c'est une preuve de labeur. Mes entreprises ont fait 25 000 rendez-vous grâce à la prospection. J'ai posté 35 000 pièces de contenu. J'ai fait cette activité pendant 1000 heures. Ça ne nous dit rien sur les résultats, mais ça suggère une haute compétence sur le sujet. Pour aller plus loin, il ne s'arrête pas à ça. So you guys want to hear something absolutely insane? Well, in the last 40 months, my YouTube grew from 0 to 2.23 million subscribers. Ça, c'est le second type de preuve qu'on retrouve tout le temps dans les contenus des Hormozi. Des preuves de résultats qu'ils ont obtenus pour eux-mêmes. Quand on y réfléchit bien, YouTube n'est qu'une extension du canal marketing de leur entreprise. C'est qu'une question de posture. En résumé, l'outil le plus puissant à notre disposition est nos preuves. Les preuves de labeur, les preuves de nos résultats, les preuves de résultats de nos clients. Alors pour faire du meilleur contenu, devenons meilleurs et racontons notre aventure. I think personal branding is just showing who you are. So if you're a shitty person, it's not going to do well for you. En faisant nos preuves sur le terrain, on deviendra expert. Mais l'expertise ne va encore une fois pas suffire. Parce que si c'était les vidéos les plus intelligentes qui marchaient le mieux sur YouTube, ça se saurait. Nous allons avoir besoin d'une nouvelle compétence dont les Hormozi sont devenus les maîtres. L'art de simplifier les idées. L'expérience d'un expert lui permet de faire prendre le raccourci à son audience. Pas seulement grâce à la qualité de ses retours d'expérience, mais aussi grâce à sa faculté à condenser le savoir. I mean, I think this is how civilization moves forward, is that like it takes us all this time to learn this thing. We then distill it down. Someone starts one step further, and then like that's how you put a brick in the wall. And so the more time you can show, the more cost you can show. I spent all this time making these ads, and I spent all this money doing it. And it's like, well, wow, I don't have to spend that time or that money, and I can get the same lesson. This is a good deal. Voilà un exemple ultra concret de la valeur de condenser son savoir. In life, there are some shortcuts. So say psychology. What I did was look for the best psychologists in your town, email them politely with context and say, my name's Vin, look, I'd love to learn from you. I know you've been in this industry for the last 20 years and I've researched you and done my due diligence. You're one of the best. Do you mind if I politely ask, how much do you make a month? I'd like to understand the value of your time. She said she was about $9,000 a month. I'm like, wonderful. Could I pay you $9,000 for a day? And you share with me the most pragmatic lessons you've learned in psychology over the last 20 years for me. So she freaked out. She goes, do you want 2 days? Are you sure? And I was like, no, it's fine. 1 day is fine. I respect your time. 8 hours, please. She spent a month and a half preparing for that 1 day. And in that day, she distilled for me liquid gold that took her 20 years to learn. Et chez les Hormozi, tout paraît simple à souhait. So let's assume that you already have something to sell. Amazing, valuable thing. If more people find out about it, do you make more money? Yes. So here's a writer-downer. All else being equal, when you double your leads, you double your business. Sometimes it really is that simple. Ce qu'il dit est appuyé par des illustrations ultra simples, même un enfant de 8 ans pourrait tout comprendre. No matter how good anyone is, one 90-minute presentation isn't going to change your life. You need more than that. And while everything I've given you today is valuable, it's just the tip of the iceberg. Alors que le problème de certains experts, c'est qu'ils sont devenus tellement bons qu'on ne comprend plus rien quand ils nous parlent. Parce qu'ils ont créé plein d'automatismes qu'ils vont considérer comme acquis ou triviaux, qui ne le sont pas du tout pour des débutants. J'en ai d'ailleurs fait l'amère expérience à Centrale Supélec avec des profs de physique quantique, d'électromagnétisme qui étaient des pointures dans leur domaine, mais dont on ne comprenait pas un mot. C'était bien chiant. Alors face à ce constat, un deuxième type de créateur de contenu est en train d'émerger sur YouTube, le synthétiseur. D'un côté, on a le synthétiseur, de l'autre, on a l'expert. Les synthétiseurs, ça va être des gens comme par exemple Danko, Andrew Kirby, ou alors en France, Emilio Abril ou Antoine BM. En opposition aux experts, ils vont parler un peu moins de leurs expériences, mais un peu plus de ce qu'ils ont lu. Ce qui va les animer, eux, c'est plutôt la curiosité, donc ils vont traiter un spectre de sujets beaucoup plus large, mais en restant plus en surface. C'est un peu comme s'ils faisaient des exposés sur des sujets en quelque sorte. Leur force, c'est qu'ils vont rapidement pouvoir donner à beaucoup de monde une overview sur des sujets très variés, donc apporter une valeur plus petite et moins actionnable qu'un expert,
mais à plus grande échelle. Et ensuite, ils vont souvent monétiser ça avec des petits produits, dimensionnés par rapport à la valeur qui est apportée, en opposition aux experts qui vont pouvoir vendre plutôt des consultings très chers, mais à une cible beaucoup plus réduite. Être un bon synthétiseur, ça va plutôt demander des facultés pédagogiques et un bon esprit de synthèse, là où devenir un expert va demander des années de travail. Donc le synthétiseur, il a plus de force médiatique que l'expert en théorie, mais il a aussi moins d'impact. Les Hormozy, eux, ils ont pris le meilleur des deux mondes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont excellents pour vulgariser des concepts d'apparence complexe. People only make ads sound complicated because they don't understand them well enough to make them simple. Comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le décrire nous parviennent aisément. Alors pour devenir un bon synthétiseur, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Alex Hormozy explique qu'il a écrit 19 versions de son livre, et qu'il a dû le réécrire 4 fois en entier avant d'arriver à la version finale. It took me 6 hours a day for nearly 2 years to bring this to you guys in the cleanest, simplest, most digestible way. L'art de simplifier les idées s'acquiert à force de répétition. I think that just doing it and sticking with the plan that I had of committing to doing content no matter what the result, that has yielded me more returns than any like strategic change that I have made. I don't think I was particularly good at it in the beginning. Alors forcément, c'est une faculté qui prendra du temps à développer. Un temps que vous n'avez peut-être pas. It is a great excuse for people who are scared and they're nervous to be like, I'm just too busy to do it. I mean, I said it to myself for years, like, and to be truthful, like, I still feel like I'm too busy to do it. Like, every single day that I have a content day, I'm like, oh my God, if I had this day back, this is what I could get done. And so what does that mean for me? It means that a lot of the times, I don't take days off. It's not that you're too busy, it's that you have something that you would have to give up in order to make the content. Are you willing to do that or not? Is it worth the trade? And so for me, having one less free day and knowing that I'm going to probably work on the weekend is worth the trade. And I just think you have to ask yourself that question and be real about it. Faire décoller sa chaîne sur YouTube, c'est prendre la décision de le faire, s'y tenir et être patient. I want to build a brand. Then keep doing it. It takes fucking years. You know what I mean? It's like nothing worth having is easy from the start. And everything that's easy from the start is harder later on. If that's really what you want, then I would keep doing it. Now it's going to be harder, it's going to take more time, it's going to be all these things, but it will pay off eventually. Le comble, c'est que quand nous ferons notre traversée du désert, en postant semaine après semaine avec persévérance et sans résultat, personne ne nous verra. So many times we're doing the right stuff, we're just doing way too little of it. The only way to get better is volume. You got to do it a lot of times, for a long period of time, and you will get better. If you suck today, you will suck less tomorrow. And eventually, one day you will look up and suck so little that you will actually be good. Alors si un jour on est tenté d'abandonner, voilà comment garder le cap. And I tell people this a lot. I'm like, make the content that you want to consume. Is like me 10, 15 years ago, what would have been helpful for me? What would have been content I would have wanted to watch and that would have made my life better? I always keep that in the back of my head because I think there's a lot of times where you can want to indulge in the selfishness in the moment of like, I'm fucking tired. I'm exhausted. I've got other shit to do. Like, this is not how I'm fucking making money with sponsorships on fucking content. What was missing was that I wasn't sharing anything I was learning with anybody else. And so to a degree, it felt selfish because I could be helping other people if I just put an extra 20% of my effort into something. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer votre chaîne mais que vous avez peu de temps à y consacrer, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle vous allez découvrir le système YouTube minimaliste qu'on a déjà mis en place chez des dizaines de clients qui leur permettent de se faire un nom sur YouTube en y passant que quelques heures par semaine. Vous pouvez mettre votre mail sur le lien dans la description pour la recevoir tout de suite. Donc faire décoller sa chaîne sur YouTube, c'est prendre la décision de le faire, s'y tenir et être patient. Le comble, c'est que quand nous ferons notre traversée du désert, en postant semaine après semaine, avec persévérance et sans résultat, personne ne nous verra. Alors si un jour on est tenté d'abandonner, voilà comment garder le cap. Les Hormozy sont devenus les premiers sur YouTube et ils sont bien partis pour le rester. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Dans un monde où tout le monde se copie, nous pouvons faire mieux. Parlons à la bonne cible, ne cherchons pas les vues mais l'impact. Donnons tous nos secrets et quand le moment sera venu, nous pourrons activer le levier des shorts et de la publicité. Ne cherchons pas juste à faire de meilleures vidéos, cherchons à devenir de meilleurs humains. Car le contenu n'est qu'une prolongation de la personne que nous sommes. La route sera longue, alors soyons patients, et si vous vous sentez prêt pour l'emprunter, voilà par où commencer.